Alors donc, bon, on va pas... Pour ça, justement, voici, je ne vais pas annuler la séance du jeudi pour vous permettre de vous rattraper pour le samedi d'aujourd'hui. Mais là, encore comme je le dis, je suis très mobile. Le samedi matin, il se pourrait que je sois encore en circulation de 7 heures jusqu'à 14 heures, 14 h, 15 heures comme ça. Donc c'est pourquoi je prévoyais qu'on fasse deux séances cette semaine pour pouvoir sauter un peu le samedi qui vient. Mais là, la vidéo n'est pas arrivée à temps. Vous aurez deux vidéos à la fois. Ça devient un peu lourd. Mais on verra quand même. Mais pour l'instant, on va aller la séance de jeudi pour vous permettre de vous rattraper par rapport aux deux vidéos, la séance dernière et cette séance. Pour le samedi, je verrai si on va mettre ça samedi dans la soirée, dès que je serai à destination. D'accord, d'accord, d'accord. Donc si c'est ça, on maintient le jeudi alors. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est bon, on maintient alors. Merci beaucoup à vous. Alors, bon, cette séance, on va voir une méthode. C'est une méthode très, très bien, très, 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 très intéressante, mais très, très long. D'accord? C'est très long et c'est même plus long, je dirais, que la méthode de discontinuité de régression. Régression sur discontinuité. Donc c'est la méthode la plus longue parmi toutes les méthodes. D'accord? Mais c'est aussi intéressant. Vous allez voir que c'est une méthode très, très intéressante. Il y a plus de graphiques, d'accord, comme l'autre, mais la méthode de RDD. D'accord? Dans son nom, c'est appareillement ou bien score de propension. Donc, comme vous allez attendre des méthodes d'appareillement, méthode de score de propension, c'est toujours la même méthode. D'accord? Alors, cette méthode, elle se base généralement. Donc, il dit la méthode décrite dans ce chapitre comprend une série de techniques statistiques que nous désignons collectivement par le thème appareillement. D'accord? Donc, bon, je vais expliquer, après vous allez lire pour mieux comprendre. Appareillement, ce que nous pensons, c'est quoi? On a deux groupes. Oui, allez-y. Oui, allez. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, désolé, 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 merci. C'est bon maintenant, mon écran est visible. Vous voyez bien mon écran maintenant? Ok, ok, d'accord, ça marche. Alors, je donne une explication terre à terre de ce que c'est la méthode d'appareillement au score de propension. C'est un peu comme la méthode de régression sur discontinuité. La différence ici, c'est que RDD, bon, je dis, c'est ça qui est régression sur discontinuité. RD, c'est une méthode où on a un seuil, où un seuil est défini. Donc, si un seuil est défini, comme il a dit, d'office, c'est la méthode de régression sur discontinuité. Mais comme on n'a pas de seuil défini, d'accord, là, ça fait et qu'on n'a pas les quatre types de données comme double différence et que c'est pas RCT, la sélection n'a pas été aléatoire, alors on va se référer à la méthode de score de propension. Là encore, on n'est pas obligé, d'accord, d'avoir les individus, que dès le début, les individus soient de même nature. C'est-à-dire quoi? On a moyennement, peut-être que les âges sont pratiquement les mêmes, comme elle a dit en RCT. Et comme elle a encore démontré dans RDD, même si là-bas, après, on a dit qu'il y a encore il y a la méthode de chef design qu'on utilise. Ici, c'est un cas pareil. Donc, on a les groupes de comparaison, on a les groupes de traité. Et ce qu'on essaie de faire, on calcule des scores.
pour chaque individu dans chaque groupe. D'accord? Un exemple très simple. On prend par exemple le Burkina Faso et le Bénin comme deux groupes. Le Burkina Faso, c'est un groupe de comparaison et le Bénin, groupe de traitement. D'accord? Maintenant, on prend un individu au Burkina Faso. On dit on veut avoir son semblable au Bénin. Ce qui est sûr, on ne pourra pas trouver. Même taille, même teint, même goût, même préférence, même compétence, même poids et tout. On ne peut pas en avoir. Mais ce qu'on essaie de faire, on prend un certain nombre de variables. On peut prendre 5 variables. L'âge, la taille, le poids, le revenu, la situation matrimoniale. Et avec ces variables-là, on calcule un score pour l'individu. Donc, on calcule ce score-là pour chaque individu dans les deux pays. Ce qu'on fait, on essaie de dire, bon, comme on a les scores, on prend, si quelqu'un a un score de 22,20 par exemple, bon, disons 0,25, on va voir au Bénin quel individu a ce même score. Qu'est-ce qu'on va trouver? Si nous avons un individu au Bénin qui a ce même score, on dit donc que les deux se ressemblent. Voilà ce qu'on appelle score de propension. Donc on fait l'appariement entre les deux groupes à partir du score de propension. C'est ça que nous allons voir ici, tout simplement. Donc, comme vous allez lire ici, c'est tout ça qui est expliqué là. Alors, on dit l'appariement consiste à comparer les bénéficiaires de l'intervention avec des individus similaires qui n'ont pas reçu l'intervention. Ces individus sont appariés en fonction des caractéristiques observables, comme l'âge, le sexe, le niveau de revenu. Alors, comme caractéristique, on dit que l'appariement par score de propension. Une méthode courante est le score de propension qui résume les caractéristiques observables, comme il y a de l'âge, le sexe, la taille, le poids, et une seule mesure pour apparier les participants et non-participants. Contrôle le biais. Cette méthode aide à éliminer les biais de sélection en comparant des personnes similaires. Même si entre-temps, on avait fait une sélection qui n'est pas une sélection contrôlée, d'accord, on s'est basé sur certains critères pour faire les sélections. Quand on veut faire l'appariement ici, ça va éliminer les biais de sélection. Alors l'avantage, elle est flexible, peut être utilisée dans divers contextes, requiert moins de contraintes que les essais aléatoires. Donc il n'y a pas de contraintes au début. Pour dire la sélection aléatoire, les individus doivent se ressembler et tout, non. L'inconvénient, biais de variables non observées. Les résultats peuvent être biaisés si des variables non observées influencent à la fois la probabilité de recevoir le traitement et les résultats. Biais de variables non observées, c'est comme si on dit, bon, peut-être que le niveau de revenu, d'accord, c'est une variable qui influence la probabilité de recevoir le traitement. Peut-être que l'attribution du traitement, si on peut dire que le traitement a été attribué au ménage ayant peut-être un niveau d'éducation plus élevé ou bien moins élevé. D'accord? Ou même non. Le niveau d'éducation, ça c'est observable. Il y a des variables qui ne sont pas observables. Par exemple, je dirais, il y a une variable là, la volonté, je vais dire, la motivation par exemple. La motivation, c'est une variable non observée. D'accord? La motivation. C'est une variable qu'on ne peut pas, comme la taille, le sexe, l'âge, le revenu, qu'on ne peut pas observer. D'accord? Donc les résultats peuvent être biaisés si les variables comme la motivation influencent à la fois la probabilité de recevoir le traitement ou non. Donc on peut donner le projet à quelqu'un, mais la personne n'a pas la motivation de l'accepter. C'est qu'il ne veut pas ça, il ne le plaît pas. C'est des variables comme ça qui peuvent biaiser les résultats. Mais c'est des cas un peu rares. Dépendance de la qualité des données nécessite de très bonnes données pour s'assurer que l'appariement est fiable. Donc, comme RD aussi, il faut avoir un grand nombre de genre, un volume de données très très élevé. Alors, comme limite, cette méthode exige la collecte de grandes bases de données couvrant des échantillons importants. Même si ces bases de données existent, il existe toujours un risque de manque de support commun entre le groupe de traitement et les non-participants. Support commun, ne vous inquiétez pas, c'est un thème que nous allons correctement expliquer, en théorie et en graphique aussi. Ce qu'on n'appelle pas support commun, on va voir ça aussi visuellement. C'est quoi un support commun?
Alors, le score de propension est la probabilité qu'un individu soit affecté à un groupe. Bon, ça c'est la théorie aussi, c'est ce que je viens d'expliquer. D'accord? Ça, c'est, vous pouvez dire ça. Donc, par exemple, si vous utilisez que trois caractéristiques pour constituer le groupe de comparaison à parier, par exemple l'âge, le sexe et le niveau de naissance, le lieu de naissance, vous trouverez probablement pour chaque participant des unités correspondantes au sein du groupe des non traités, des non participants ou non traités. Mais vous courez le risque de ne pas tenir compte des autres caractéristiques potentiellement importantes. Ça peut dire quoi? Dans notre base de données, on a peut-être 30 variables. D'accord? Si on prend juste 3 variables, on se limite à 3 variables. D'accord? On prend un risque. D'accord? De ne pas tenir compte des autres variables aussi, qui sont aussi peut-être importantes. Mais en revanche, si on risque de prendre beaucoup de données, par exemple 10 variables, 15 variables, 20 variables, on risque de ne pas trouver assez d'individus à parier. Si on prend par exemple 20 variables, on calcule, on peut ne pas avoir des individus qui se ressemblent, bien qu'il en a. C'est parce que là, le nombre de variables obtenues est très élevé. Généralement, on prend un intervalle de 3 à 5. 5 maximum. Bon, ça dépend hein, de l'étude ou bien de ce que vous avez en face. Mais c'est ce qui est expliqué ici. Il ne faut pas prendre peu de variables, il ne faut pas prendre trop de variables. Donc, il faut avoir le juste milieu, qui est généralement il y a des 3 et 5. 5 au maximum, mais ce n'est pas un cas figé. Alors, vous allez voir ici, on dit la figure suivante présente un exemple d'appareillement basé sur 4 caractéristiques. L'âge, le genre, le nombre de mois de chômage et le diplôme d'éducation secondaire. Donc, on a pris donc 4 variables. L'âge, le genre, le nombre de mois de chômage et le diplôme. Pour calculer le score. Bon, là encore, il n'y a pas encore le score. On a unité de traitement et unité de comparaison. On a les deux groupes, d'accord? On a le âge, le SS, mois de chômage, diplôme. Vous voyez le tout premier, la première ligne, 19 ans, sexe 1, mois de chômage 3, diplôme 0. On voit qu'il y a quelqu'un à qui il ressemble dans le groupe dans l'unité comparée qui est aussi 19, 1, 3, 0. Ça veut dire que ces deux-là se ressemblent, on les met ensemble. On fait pareil encore pour la deuxième personne. Deuxième personne, lui, on n'a pas trouvé. Troisième personne, on a 41, on a comme âge, sexe 0, 17 mois de chômage et diplôme 1. On voit qu'il y a ça ici aussi. 41 ans comme âge, 0 comme sexe, 17 mois de chômage et 1 comme diplôme. Donc on va faire comme ça, un à un, individu par individu. Tous les individus qu'on a trouvés, dont on a trouvé leur correspondance, on les met de côté. Ceux qu'on n'a pas trouvé, on les met de côté. Et ceux qu'on n'a pas trouvé, on ne les prend pas dans le calcul de l'impact. C'est ceux qu'on a trouvé qu'on prend dans le calcul de l'impact. Donc ça se rapproche un peu à la méthode de régression discontinue. Sauf que ici, il n'y a pas un seuil. Mais là-bas, il y a un seuil. Maintenant, au lieu de le faire un à un, on essaie de calculer un score. On prend l'âge. Là, on prend un 19, 1, 3, 0. On calcule un score à partir de ces quatre valeurs-là. Et le score, c'est une progression en fait. Pour avoir les probabilités. C'est donc ces probabilités maintenant, on essaie de comparer pour voir si on a les mêmes probabilités des deux côtés. S'il y a des individus qui ont les mêmes probabilités. Alors ici, vous avez un exemple très simple de comment les calculs sont effectués. Le test est là, vous pouvez lire après pour mieux comprendre. Moi, je vais juste expliquer. Vous voyez, on a en bas l'équation qui nous permet de calculer le score. Bon, ce que la machine utilise pour pouvoir sortir les probabilités, qu'on appelle ici score de propension. Donc, ce sont ces valeurs-là qu'on appelle score de propension. C'est ça qui a pris le nom et c'est à ça qu'on a attribué le nom de la méthode, score de propension. Donc la formule c'est 1 demi de yi1 moins 1 tiers de, voilà, la formule elle est là. D'accord? Donc ça c'est pas un truc manuel, c'est la machine qui le fait. On le met les variables, on fait la régression et il nous sort les scores. Maintenant, vous voyez, on a individu I, individu J. Individu I, on a 0, voilà son score. 0,5789. On essaie de voir dans les groupes comparés quel est l'individu qui est plus proche de lui
ou bien qui a la même valeur, ou bien quels sont les individus. Est-ce que vous écoutez? C'est soit quel est l'individu ou quels sont les individus. Parce que parfois, on n'arrive pas à trouver exactement la même valeur. Si maintenant on a 57,89, on peut ne pas avoir 57,89. Mais au moins, on va prendre 90, 88, 87, vous voyez. Voilà qui tourne autour. Donc, soit on prend un individu ou bien plusieurs. D'accord? Ça dépend. D'accord? Alors là, quand on prend 0,5789, qui est I, lui, vous voilà les trois qui sont en rouge là. 0,5783, 5788, 5791. Donc ces trois là, on peut dire que ils se ressemblent. Les trois là ressemblent plus à l'individu ici. Maintenant, si l'individu I était dans le traité, on prend ces trois là dans comparaison, on dit oui, les trois là le ressemblent, on les garde. Pareil pour l'individu J. 0,5882. On essaie de voir quel est l'individu qui a la même probabilité, qui a le même score, ou quels sont les individus qui ont le même score que cet individu I là, et J là. On voit 5882 n'est pas là, mais il y a 5884 et 45, 5895, 5909. Ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est pas à vous de le faire manuellement, non. C'est juste pour une explication de comment la machine effectue cette opération derrière. D'accord? C'est pas à vous de le faire, non. Donc c'est le principe qui est utilisé par les algorithmes, par le modèle derrière. Et donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour chaque individu du groupe traité, la machine le fait. Maintenant, autour de support commun. C'est quoi donc le support commun? Pour que l'appareillement par le score de propension débouche sur les estimations fiables de l'impact du programme, toutes les unités du groupe de traitement doivent pouvoir être appariées. C'est-à-dire quoi? Vous voyez le graphique qui est là? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Quelqu'un a levé le doigt? Oui, bonsoir. Oui, oui. 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 Oui, en fait, vous voyez, pour calculer le score, vous voyez, on a mis quoi? En fait, c'est si les valeurs qui sont ici, là-bas, là vous avez 0,57, 58, ça là, c'est des estimations quand on fait le logarithme, quand on fait le modèle logit. Ça dépend, logit ou bien probit. D'accord? Ça, c'est ces valeurs-là. Maintenant, pour avoir le score, qui est peut-être la probabilité encore, d'accord, bon, vous voulez dire qu'il y a un peu de mélange, mais quand on fait le modèle, on a ces coefficients-là qu'on peut appeler comme probabilité. Mais ce score, on a YI1. YI1, c'est la valeur même qui est là. D'accord? Par l'individu I, on a 0,5789. C'est ça qu'on met à ce niveau. Vous voyez, un demi de Y1I, qui est la valeur même de l'individu I. L'individu dont on veut chercher la correspondance. D'accord? Maintenant, après ça, on a moins un tiers de Y0I. Maintenant, la machine essaie de voir l'individu I, quels sont ces trois, en tout cas deux ou trois. Ça dépend de combien. S'il trouve deux, il met les deux dans le calcul. Vous allez voir que c'est pourquoi on a différencié ça par des couleurs. Dans l'équation, vous allez voir en rouge, c'est pour l'individu I, et en bleu, c'est pour l'individu J. C'est comme on l'a expliqué, on a dit la méthode d'appareillement par le score de proportion vise à limiter le mécanisme d'assignation aléatoire en choisissant les unités les plus semblables possibles aux participants pour contribuer
constitué par le groupe de comparaison. Étant donné que l'appareillement par le score de propension n'est pas vraiment une méthode d'assignation aléatoire, mais tente de la repliquer. D'accord? En fait, oui, 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 oui. Ok, ok, oui. Ok, ok. En fait, c'est ça, ok, je vois. En fait, ça veut dire que les scores sont générés automatiquement par un modèle logique ou bien un modèle pour bit. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait une fois un modèle pour bit. Est-ce que vous avez, vous voyez, quand on fait un modèle logique, on a souvent ce qu'on appelle les effets marginaux. Quand on fait un modèle logique ou un modèle pour bit, on sort les effets marginaux, qui ne sont rien d'autre que les probabilités d'appartenance. D'accord. Oui, en fait, c'est justement, on va en venir là. D'accord, c'est les éléments que nous allons estimer nous-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est là, ce n'est pas des éléments qui sont faits manuellement, mais plutôt par la machine. Mais c'est pour ne pas, bon, sauter cette étape, vous montrer ce que fait la machine, qu'on vous explique comment c'est fait derrière, comment la machine effectue cette opération. D'accord. Et c'est la formule que la machine utilise pour pouvoir faire les calculs. Cela ne veut pas dire qu'on va le faire manuellement. Après, on ne pourra même pas le faire manuellement. Même pour les comparaisons, pour pouvoir voir quel individu se ressemble, on ne verra même pas comment la machine le fait. La machine même qui nous fait une classification. On verra tout ça là, graphiquement. Il va créer trois groupes. Les groupes qu'il a pu comparer, les groupes qu'il n'a pas pu comparer, qui sont dans le traité, et les groupes qu'il n'a pas pu comparer, qui sont dans le traité. Donc tout ça, c'est fait derrière la machine. C'est comme, je crois, la méthode de LDD, non? Non, la méthode de double différence. Où il y a expliqué le principe en montrant théoriquement comment le faire. Et quelqu'un avait demandé à ce que, si on peut le faire manuellement. Il a dit non, qu'il y a des méthodes statistiques pour pouvoir le faire. Donc ici, c'est juste la théorie, mais c'est pas ça qui est fait. C'est la machine qui fait ça automatiquement. Oui, 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 automatiquement. C'est lui qui génère le score. Et des scores même qu'on ne pourra même pas peut-être voir. On génère, on fait le modèle logique ou probit, on récupère ces scores-là. Et puis on fait ça maintenant pour faire de l'appariement. Et il le fait automatiquement, il nous sort les individus appariés, c'est tout. Oui, 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 on va en arriver là. Pour pas faire les autres lections, on va en arriver là. D'accord? Ok. Alors ici, je disais tout à l'heure que suite à votre question, j'ai expliqué en disant que le logiciel va faire une classification en trois groupes. D'accord? Les groupes appariés, c'est-à-dire ceux qui sont dans le traité et qui ont été appariés avec. Bon, quand il dit apparié, c'est qu'il a trouvé leur correspondance. D'accord? C'est ça qui est apparié, qui est appariement. Donc, c'est le nom appariement. Donc, les individus qui sont dans le groupe de comparaison, qui ont été appariés au groupe de traitement, c'est ça qu'on appelle support commun. Vous allez voir le graphique qui est là. On a non inscrit, on a leur graphique et les inscrits. Inscrit, c'est pour dire traité, non inscrit et comparaison. Donc, en fait, l'intersection des deux, le support commun, c'est les individus qui se ressemblent des deux groupes.
C'est que le support commun. D'accord? Maintenant, à gauche, à votre gauche, les non-inscrits qui s'éloignent de la ligne là, de support commun sont des individus des non-inscrits qui n'ont pas trouvé de correspondance, qui ont des scores très éloignés. Pareil pour les individus qui sont du côté droit. Donc, voilà les trois groupes. Le groupe des inscrits qui n'ont pas été appariés, le groupe des non-inscrits qui n'ont pas été appariés, et le groupe des deux qui ont été appariés, qui est gris foncé, où on a mis support commun. Maintenant, les barres, les pointillés qui sont là de façon verticale, vous allez voir, j'ai mis la flèche là. Quand ceux qui ont trouvé exactement de correspondance, après ça, si la taille n'est pas élevée, le système essaie d'ajouter le nombre en ajoutant ceux qui sont un peu plus proches encore, qu'on appelle les plus proches voisins. D'accord? Et en le faisant, il s'arrête au niveau des deux lignes. Alors, d'accord, les lignes en pointillé qu'on voit là. Donc, il s'arrête là. Mais ceux qui sont à l'extrémité des deux lignes ne sont pas pris en compte. Ces personnes-là ne sont pas du tout en compte. Donc, si vous n'avez pas, la taille de l'échantillon n'est pas très élevée, à ce niveau, vous aurez des difficultés. Donc, c'est comme la méthode LDD où il faut avoir un grand nombre d'échantillons. Donc, le support commun, c'est les individus qui ont été appariés, qui ont trouvé de correspondance des deux groupes. On a pu traiter, on a pu identifier, par exemple, on a 50 traités, il y a 20 dedans qu'on a pu apparier dans comparaison. C'est ça qu'on appelle support commun. Les 20, on appelle les supports communs. Notre objectif à nous, ce que nous souhaitons ici, c'est que tous les individus traités puissent trouver des correspondances dans le groupe non traité. Il peut y avoir des individus de groupes non traités qui seront là. C'est pour ça qu'on a par exemple 200 comme non inscrits ou non traités et 100 comme inscrits ou traités. Si nos 100 arrivent à trouver des correspondances exactes de l'autre côté là-bas, c'est bon, ça marche. D'accord? Parce que c'est ce qu'on voulait. Tous ceux qui ont reçu le traitement ont trouvé des correspondances. Ça là, c'est bon pour nous. Mais là, si tous n'arrivent pas à trouver aussi, c'est pas grave. Mais ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que tous les traités puissent être appariés. D'accord? Maintenant, ici, on a... Oui, allez-y. Ok. Oui. Oui, allez-y.
Ok, merci beaucoup pour votre question. C'est une question très très pertinente, d'accord? Et c'est des cas comme ça, il y en a beaucoup sur le terrain, d'accord? Il y en a plein plein sur le terrain, ça arrive. Je pense qu'au début, j'ai donné deux exemples sur ça par rapport aux agriculteurs, où les villages sont plus proches, et aussi par rapport, au niveau des écoles aussi. Les enseignants ont été formés avec les cantines scolaires. J'ai donné un exemple comme ça. Ça, on appelle ça le phénomène de contagion. D'accord? Le phénomène de contagion. Quand vous avez dit phénomène de contagion, il faut savoir que c'est ça. Chacun groupe a reçu, l'autre groupe n'a pas reçu. Mais d'une manière ou d'une autre, les deux groupes ont fait en sorte, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais comme vous l'avez dit, ils ont reçu le projet indirectement. D'accord? Et là, c'est difficile d'évaluer l'impact. Mais là, quand on va voir que le projet n'a pas eu d'impact. Parce que les deux peut-être évoluent ou évaluent, les deux ont peut-être le même revenu, mais en tout cas, ont évolué de la même manière. Souvent, pour éviter ça, je l'avais dit au début, c'est de faire en sorte que les deux groupes ne soient pas plus proches. Ne choisissez pas des groupes de proximité. Par exemple, deux villages voisins. Vous prenez deux villages voisins, ça c'est clair que on se connaît comment au village les ménages se communiquent. Donc l'information va passer de bouche à oreille et ça va se propager dans peut-être le village voisin. Donc déjà, c'est d'éviter d'abord de prendre des groupes de comparaison plus proches du groupe traité. Il faut que les deux groupes soient vraiment éloignés. Ça, c'est comment éviter ça. Parce que parfois, quand les pays n'ont pas assez de moyens, ils se disent que bon, le fait d'aller collecter des données est encore très loin, ça élève trop le coût, donc ils s'en foutent pas mal. Mais c'est comment éviter ça? C'est ça. Il faut prendre des villages qui sont un peu éloignés. On est sûr que bon, même si cette information va passer, ça peut passer une fois, deux fois. Une personne, deux personnes, mais de façon générale, non. Maintenant, si le cas est arrivé, d'accord? Le cas est arrivé, voilà, il y a eu ça. Comment donc comment évaluer donc les feuilles de projet? Si le cas est arrivé et qu'on est au courant de ça, là encore, c'est deux cas, d'accord? Le cas, comme vous venez de le dire, peut-être que vous avez remarqué, voilà ce qui s'est passé. Vous avez l'information. Maintenant, ce que vous allez faire, avant de collecter les données, dans le groupe de comparaison, c'est là que vous allez tenir compte. D'accord? Vers la fin du projet, vous allez, si par exemple, c'est les données sur n'importe quoi, sur le rendement par exemple, vous leur dites, ah, bah, vous avez appris, d'accord, qu'ils ont eu tant. C'est-à-dire que c'est là, quand vous avez l'information, que vous avez appris qu'ils ont eu tant. Est-ce que ça les a vraiment aidé à améliorer leur rendement? Il vous dit oui. Il dit bon, si ce n'était pas là, d'accord, si ce n'était pas là, quel a été votre rendement, mais quel serait votre rendement? Là, c'est des estimations maintenant on fait. C'est même des méthodes que les gens utilisent pour les méthodes de avant-après. Comme je l'ai dit au début. Au début, on ne collecte rien, on donne le projet et à la fin, on lui demande, avec le projet, quelle amélioration il a obtenu. Il dit tant. On descend le projet, quelle serait l'amélioration? Il dit tant. Et on fait juste la différence. Ça, c'est les méthodes, bon, pas tout recommandées, mais bon, qui sont utilisées généralement pour des mémoires et tout. Mais si ce cas arrive, si vous n'avez pas pu l'éviter, ça arrive, vous serez obligé d'utiliser cette méthode-là. Ah, on a appliqué tant. Comment? Quel serait votre rendement sans ça? Et vous prenez donc le rendement sans ça pour faire votre travail. Mais si vous n'avez pas l'information du tout, bah, c'est là maintenant ça devient compliqué. Vous n'avez pas l'information qu'ils ont eu le projet indirectement. Là, vous allez faire votre évaluation. Par chance, vous allez voir que le projet a eu d'impact ou même, bon, le projet n'a pas eu d'impact. Donc voilà comment il faut l'éviter dans un premier cas. Et si vous n'avez pas l'éviter, si vous avez l'information, comment il faut corriger. Mais si vous n'avez pas l'information, là, bon, c'est un cas que je n'ai pas encore eu, donc je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. Au cas où on n'a pas du tout l'information. Il faudrait calculer l'impact comme ça. Et si ça tombe, c'est bon. Si au cas où ça n'a pas d'impact, là, le projet n'a pas eu d'impact, c'est ça. Ça peut aller?
Oui, ça peut... Ok, d'accord, ça marche. Alors, donc, je dis ici, voilà les étapes qu'on a pour l'estimation de la méthode de score de propension. Vous voyez, on en a beaucoup, n'est-ce pas? Et c'est une méthode très... En tout cas, une méthode que moi, j'aime très bien. Parce que ça, la logique, elle est là. D'accord? Les graphiques aussi sont bien expliqués, tout est bon. Premièrement, il faut disposer d'enquêtes représentatives hautement comparables, permettant d'identifier à la fois les participants au groupe et les non-inscrits. D'accord? Donc, on dispose d'une base de données vraiment très grande pour les deux groupes, comparer et traiter. Deuxièmement, il faut regrouper les deux échantillons et estimer la probabilité que chaque individu participe au programme sur la base des caractéristiques observées dans les données. Cette étape permet d'obtenir le score de propension. Donc, deuxièmement, il faut regrouper les deux échantillons. Comme je l'ai montré, je crois, à la séance du samedi, ou bien l'autre samedi, comment regrouper deux bases de données, comparer et traiter. Ça, j'ai montré ça euh, en Excel, comment il faut regrouper. Vous avez regroupé, il faut aller estimer le score de propension que nous allons voir. Troisièmement, il faut limiter l'échantillon aux unités pour lesquelles il existe un support commun dans la distribution des scores de propension. Donc, quand on calcule les scores, il faut donc limiter l'échantillon pour calculer l'impact à ceux qui ont été appariés. Quatrièmement, il faut identifier pour chaque unité participante un sous-groupe d'unités non participantes présentant des scores de proportion similaires. Donc les deux se rejoignent, d'accord, les individus épargnés, un ou plusieurs, comme je l'ai expliqué. Cinquièmement, les résultats des unités participantes peuvent être comparés à ceux des unités non participantes appariées. Une fois qu'on a apparié, on compare les deux unités, les individus des deux groupes appariés. La différence entre les résultats moyens des deux sous-groupes correspond à l'impact du programme pour l'observation concernée. Sixièmement, la moyenne de ces impacts individuels constitue l'estimation de l'impact moyen du traitement. Et donc, en résumé, il convient de retenir deux points importants concernant l'appareillement. Premièrement, l'appareillement doit être effectué en utilisant les caractéristiques des données de référence collectées avant la mise en place du programme. Deuxièmement, la qualité des résultats obtenus par la méthode d'appareillement dépend en grande partie de la qualité des caractéristiques utilisées. Je l'ai déjà dit, il est donc essentiel de disposer d'une base de données très complexe. Donc, vous avez votre enquête au début, vous avez fait la carte de référence, fait l'appareillement, vous avez les individus déjà, les individus ont des ID, vous faites votre. À la fin, vous collectez les données. Au cas où ça arrive généralement, les individus se déplacent. D'accord? Les autres regardent. Il peut y avoir des individus qui ont quitté le village. Bon, si ce n'est pas beaucoup, ça ne pose pas de problème. Je pense que généralement, c'est ça. C'est vraiment pas beaucoup. Pour une enquête où on a peut-être pris 1000 personnes, il est possible de dire que 200-300 personnes ont quitté. Bon, à moins qu'il y a eu des événements, des types de changements climatiques ou en tout cas des incidents qui sont arrivés et qui ont déplacé peut-être tout le village ou une partie du village. C'est souvent des cas rares. Ou peut-être, surtout pour les pays qui sont en guerre. C'est là où on observe qu'il y a peut-être que tout le village s'est déplacé. Pour les pays où il n'y a pas la guerre, c'est généralement 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. C'est souvent pas beaucoup. Donc voilà les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir faire l'estimation du score de propension. Alors ici, ce que je vais faire, je vais plutôt qu'on aille faire la partie et j'explique le reste. Parce que le reste, c'est tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit comme théorie là, c'est ça on va faire la pratique ici. Tout ce qui a été dit théoriquement, donc tout est là. Vous voyez, tout est là, ici en termes de pratique. Oui, allez-y. Oui. Oui.
Oui, allez-y. Oui, 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 d'accord. D'accord, j'ai compris. Alors, je pense que c'est une très belle question, qui est très pertinente. Je vais donc prendre la question pour essayer de vous faire un petit résumé de tout ce qui tourne autour de deux projets en termes d'évaluation. D'accord? Comme vous l'avez mentionné, quand le projet démarre, il y a l'évaluation de base qui est effectuée. D'accord? Pour connaître le niveau des indicateurs. D'accord? Si c'est telle maladie ou tel Covid, alors on essaie de voir à quel niveau nous sommes, la connaissance des populations par rapport aux méthodes, et la connaissance des populations par rapport aux mesures sécuritaires et tout. On évalue tout. Quand le projet démarre, au début, on a des objectifs. D'accord? On se dit, si c'est un projet de 2 ans, on dit d'ici 2 ans, réduire tel de temps. Ou bien augmenter tel de temps. Ça dépend de l'objectif du projet. À mi-parcours, on fait une évaluation à mi-parcours. D'accord? On essaie de voir si éventuellement nous sommes sur la bonne voie. Si éventuellement il y a des indicateurs ont bougé de l'année 1 à peut-être, bon, de l'année 0 à l'année 1. Si les indicateurs ont bougé. Sinon, on essaie de voir ce qui n'a pas marché. On essaie de faire des orientations et tout. Si c'est bon, on continue. Au bout de 2 ans, le projet a pris fin. On fait l'évaluation finale. D'accord? L'évaluation finale, son objectif, c'est de voir si on avait dit d'ici 2 ans, réduire peut-être, ou bien peut-être augmenter les mesures sécuritaires de tel pourcent. On essaie de voir si au bout des 2 ans, l'objectif a été atteint pour l'indicateur en question. Donc pareil pour plusieurs indicateurs. Si cela s'est fait, c'est bon. Mais ce n'est pas à quoi ça l'impact même du projet. Ça, c'est à court terme les outputs, à un peu long terme les outcomes. On a output, outcome, ainsi de suite. Quand on finit le projet, généralement, c'est 3 ans minimum. Le projet est fini, le projet a été bouclé. D'accord? Les ressources humaines, les ressources matérielles, financières, tout ça, ce qui reste, ça a été, bon, en tout cas, les gens sont partis dans d'autres projets, ou bien les matériels ont été utilisés dans d'autres projets. 3 ans après, minimum 3 ans après, on peut faire l'impact maintenant du projet pour voir si vraiment ça a amélioré la santé de la population. Pour voir si effectivement, euh, peut-être que si on avait vu, quand Covid est venu, le rythme et, auquel on avait observé le Covid, peut-être on disait que par jour on avait 20 cas ou par jour on avait 30 cas observés. Le lendemain, on voit que chaque jour ça évoluait, ça évoluait. Et que le projet est venu. Dans l'estimation, on pourrait se dire, bon, peut-être que dans d'autres zones, jusqu'à 2 ans, sans les mesures sécuritaires, voilà le nombre de cas qu'on pourrait observer. Le projet peut dire, bon, moi, c'est de réduire le nombre de cas observés de 10%, de 50%, de 60%. Et à la fin, on voit effectivement, comparativement à d'autres pays, d'autres zones où bien, ici, on a vu effectivement qu'au bout des 2 ans, peut-être que le taux a diminué, le nombre de cas observés a diminué peut-être de 2 à 3. Or, au début, c'était de 20, 30, 40. Mais ça a diminué de 2, 3. D'accord? Là, c'est le résultat, l'évaluation finale qui permet de savoir ça.
Mais l'impact maintenant, c'est à la fin, 3 ans après, minimum 3 ans après, qu'on va pouvoir voir maintenant les cas, les, les cas de Covid. Ça, c'est quoi la finalité? C'est soit le décès, soit les gens meurent ou les gens sont en bonne santé. Donc, peut-être l'impact du programme sera peut-être de réduire le taux de mortalité dû au Covid-19. D'accord? On va essayer de voir. Donc, 3 ans après, on fait d'après pour voir donc combien de personnes ça a tué, combien de ceci, blablabla, tous les variables possibles on prend. Et on voit donc l'impact pour voir. Juste après le projet. Quand le projet est encore là, c'est que les mesures sécuritaires continuent toujours. Donc, il ne faut pas encore faire l'impact. Donc, quand on va finir, on fait qu'il n'y a plus de mesures de sécurité qui, bon, c'est toujours là, entre les ménages, mais il n'y a plus l'équipe projet qui surveille encore. Eux, ils sont déjà partis à autre chose. Donc, pour voir s'ils ont fait un bon travail, si les ménages ne continuent pas à appliquer les mesures sécuritaires. Ça veut dire que si c'est ça, ça va toujours les aider à diminuer le nombre de cas observés, à diminuer le taux de mortalité. Et donc, 3 ans après, on peut faire l'impact du produit pour voir si, pendant 3 ans encore, les producteurs gardent le même comportement. Si c'est le cas, ça veut dire que ça va diminuer le nombre de cas observés, le taux de mortalité. Ça peut aller. D'accord, merci. Alors donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait partager son écran? On va faire les cas pratiques. Et là, on vous dit, j'explique en même temps. Parce que le reste, c'est les cas pratiques. D'accord? Donc, un volontaire pour partager son écran. On a encore 1 heure de temps. Bon, là, je vais enregistrer la partie théorique pour ne pas que la vidéo soit trop longue et enregistrer la partie pratique aussi.